invités qui vont nous parler de dispositifs qui articulent protection de l'enfance, aide sociale à l'enfance et pédopsychiatrie, hein, de façon très active. Et donc on a parlé de difficultés dans la protection de l'enfance qui sont évidentes du fait des tensions qui existent dans différents domaines, au niveau du droit, donc au niveau juridique, tensions entre le droit des familles, le droit des parents et les droits de l'enfant, des tensions administratives, au niveau de l'organisation même de la protection de l'enfance, entre, on en a parlé tout à l'heure, disparité entre l'offre qui est faite sur les départements, les politiques départementales, et donc une régulation qui devrait être faite par l'État sur ces questions-là. La question, Marie-Michèle Bourra l'a rappelé en ouverture, et Jean Chambry aussi, sur la question de la difficulté d'exercer en tant que pédopsychiatre, puisqu'il n'y a plus de pédopsychiatre dans certains départements. Et donc cette ressource qui est extrêmement importante en protection de l'enfance vient à manquer depuis quelques années, et ça s'aggrave. Donc ces questions-là, bien sûr, seront abordées tout au long de la journée. Je voudrais juste vous dire qu'on est dans un continuum entre les deux tables rondes, puisqu'on a parlé tout à l'heure des relations précoces, il y a quelques minutes, et que là, on va parler des adolescents protégés. Et bien évidemment, les adolescents protégés sont souvent des enfants qui ont eu des relations précoces difficiles, avec des attachements insécures et désorganisés. Je fais référence bien sûr à la théorie de Bowlby qui a été rappelée par différents intervenants, Romain Dugravier en particulier. Et donc on a quelques boussoles théoriques pour se repérer en protection de l'enfance et dans cette articulation avec la pédopsychiatrie. On a la théorie de l'attachement, on a maintenant ce que personne ne peut ignorer, qui a été rappelé par Gisèle Apter, le méta-besoin de sécurité qui a été rappelé qui émane du consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc on a des boussoles théoriques, on a maintenant le référentiel HAS qui a été rappelé par la directrice de l'enfance et de la famille de Seine-Maritime. On a des compétences, on a des boussoles théoriques, maintenant il faut les mettre en application. Il y a des avancées, bien évidemment, et on va le voir là tout de suite avec cette table ronde, de nouveau, mais il y a aussi des reculs qui sont malheureusement parfois instaurés par la loi. Moi, la loi de février 2022, qui a été portée par Adrien Taquet, ne me satisfait pas à plusieurs égards. On en a discuté à plusieurs occasions, et en particulier l'article 1er qui dit qu'un enfant ne peut être confié à une institution qu'à partir du moment où il y a une évaluation ne peut être confiée. C'est-à-dire que, bien évidemment, cette évaluation était nécessaire avant, elle était déjà inscrite dans la loi, dans l'article 375, mais maintenant, un enfant ne peut être confié qu'à condition qu'il y ait eu une évaluation de l'environnement familial ou de l'environnement tout court de l'enfant, avec une volonté qui a été affirmée. Je vous renvoie au discours d'Adrien Taquet au Sénat, de désinstitutionnalisation de la protection de l'enfance. Donc moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette volonté, et je le dis haut et fort. Donc on va tout de suite commencer, ne pas perdre de temps, par une expérience qui a quelques années, qui a démarré il y a quelques années, qui est portée par l'aide sociale à l'enfance et par l'ARS non, pas par l'ARS, donc déjà je dis une bêtise, mais vous allez préciser, donc porté par l'aide sociale à l'enfance, et donc je vais passer tout de suite la parole à la directrice de l'enfance et de la famille du département. Oui, bonjour à tous, à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Un grand merci aux organisateurs pour cette invitation, et je suis aussi très heureuse d'être auprès du professeur Bronsard et du chef de service de cette structure, Stéphane Berger, pour vous parler de ce dispositif, l'abri maison des adolescents. Alors,
un temps d'histoire, en quelque sorte, l'origine. Le département des Bouches-du-Rhône a la chance, le privilège, depuis de nombreuses années, de disposer à la fois d'une maison départementale de l'adolescent départementale, rattachée au conseil départemental, et un CMPPD. Et je ne l'avais pas envisagé sous cet angle jusqu'à présent, mais en fait, nous avions le plaisir de travailler avec une bonne fée depuis entre 2005, ça, franchement, en tout cas, nous avions, je veux dire, cette qualité de collaboration et de travail entre la direction enfance-famille, donc l'ASE, et la MDA et le CMPPD avec le professeur Bronsard. Et puis, malgré cette collaboration, force était de constater que nous pouvions observer des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance au parcours chaotique, avec des ruptures qui se succédaient, des jeunes qui présentaient des troubles sévères du comportement, avec des troubles mentaux avérés, et se succédaient ces ruptures, comme je le dis, des exclusions, maisons d'enfants, lieux de vie et d'accueil, les urgences pédiatriques, un temps en pédopsychiatrie, exclusion d'IME, d'ITEP. Et puis, nous n'arrivions pas, malgré toute la mobilisation des professionnels, à apporter de l'apaisement et une réponse adaptée pour ces jeunes. Nous avons un temps envisagé effectivement un projet avec l'ARS, qui n'a finalement pas prospéré ou qui aurait peut-être pris trop de temps. Donc nous avons décidé institutionnellement au niveau du département, nous avons porté, Guillaume Bronsard et moi, une proposition de création d'une unité, d'un petit service destiné à accueillir ces jeunes. Donc des adolescents. L'objectif premier était vraiment de casser ce cycle infernal des ruptures. C'était apporter un lieu, trouver un lieu serein, apaisé, pour que ces jeunes puissent y être pris en charge de façon la plus adaptée possible, mais bien évidemment en alliant le soin, l'éducatif pour ces jeunes qui sont, comme vous le savez tous, toujours à la frontière, à l'interstice entre le social, l'éducatif, le médico-social et le sanitaire. Nous avons pas trop cherché, nous avons tout de suite trouvé l'association gestionnaire de maisons d'enfants et le directeur général de cette association qui pourrait s'inscrire dans cette espèce de challenge, en fait, de se dire, voilà, on envisage un nouveau lieu accueillant exclusivement ce type de profil de jeunes. On s'éloigne un petit peu du profil classique, mais en même temps, on offre un lieu à proximité, voire même dans l'enceinte de la maison. Et à partir de là, on a commencé à élaborer avec le professeur Bronsard et monsieur Boca, qui est le directeur général de l'association, un projet pour 6 jeunes qui a été porté institutionnellement par le département. Et donc, il a pu ouvrir en septembre 2015. Et je ne souhaite pas aller plus loin dans ma présentation, parce que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est qu'on témoigne de la façon dont a pu se décliner, en fait, à la fois l'ouverture de ce lieu, et puis comment on a pu le pérenniser. Mais en tout cas, cela répond tout à fait à ce qui a pu être dit ce matin, c'est-à-dire travailler ensemble, apporter du soin ensemble à ces jeunes, et je crois qu'on a une expérience qu'on peut présenter, dont on peut témoigner avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Bonjour. Donc, comme ça a été défini précédemment, l'idée et la présentation que je vais vous faire, c'est de développer vraiment le dispositif du DAM, qui est le dispositif Abri Maison des Adolescents 2015,
Et vous verrez très vite pourquoi on l'a transformé en dispositif à abri médicalisé. C'est qu'à son origine, le dispositif était conçu pour avoir 2 entités qui co-géraient le parcours de soins de ces adolescents. Ces adolescents allaient être hébergés dans une maison d'enfants, dans un groupe de maisons d'enfants atypiques. Ils avaient des parcours compliqués, ils avaient des nécessités de soins, et donc cette particularité nécessitait donc une approche sanitaire qui allait être réalisée par la maison des adolescents. Pour vous donner un exemple, il fallait que la maison d'enfants, donc la MEX, accepte que les admissions, les candidatures se fassent et soient co-dirigées par le professeur Bronsard et son équipe sur la maison des adolescents. Bien sûr, les responsables de la MEX étaient présents lors de ces candidatures, mais l'idée première était déjà d'apporter un parcours de soins sur des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, tout en gardant une entité de maison d'enfants avec un parcours éducatif, un parcours scolaire, et se rajouter donc ce parcours sanitaire. L'idée était de proposer de manière autonome, entre la maison d'enfants et la maison des adolescents, tous ces parcours réunis. Donc la scolarité pouvait être gérée directement par le CMPPD, par un collège adapté dont je vais vous parler un peu plus tard, et uniquement par ces 2 entités. C'est-à-dire que nous n'avions pas appel aux IME, aux ITEP, tout ce qui est le collège particulier, puisque nous accueillions des jeunes déjà en rupture scolaire. Donc la partie sanitaire, elle, était gérée uniquement par la maison des adolescents, qui apportait les professionnels, médecins, psychologues, pour pouvoir accueillir ces jeunes, et la partie hébergement et éducatif par la maison d'enfants à l'abri. Donc au niveau éducatif, le dispositif est composé de 7 éducateurs infirmiers, ça a changé au cours des années, un apprenti qui est maintenu tous les ans, qui permet quand même d'avoir aussi cette notion de formation et de réflexion sur la prise en charge, une coordinatrice des soins, très importante au dispositif, elle est en lien avec la maison d'enfants, elle est en lien avec le CMPPD, elle est en lien avec la MDA, elle est en lien aussi dans la gestion des crises avec les hôpitaux de secteur, tous les instituts de soins qu'on a pu et qu'on continue de solliciter pour l'accompagnement de ces jeunes, d'un chef de service, après maîtresse de maison, veilleur de nuit, de façon classique comme un groupe de MEX lambda. Il faut bien imaginer que nous ne sommes pas un institut de soins particulier, nous sommes un groupe de maisons d'enfants, avec les règles et en tout cas les besoins, et surtout on n'a pas plus de moyens que les groupes classiques qui accueillent des groupes d'adolescents ou de plus petits. On n'a pas de chambre d'isolement, on n'a pas de facilité ou autre à pouvoir, autre que par l'éducatif et la partie sanitaire qui prévaut plus en amont, c'est-à-dire qui est vraiment anticipée, de pouvoir s'occuper de ces jeunes. Quand je vous parlais du collège tout à l'heure, c'est vrai que nous avons, grâce à l'équipe pédagogique du CMPPD, mis en lien un collège de secteur et la maison des adolescents et le CMPPD pour accueillir ces jeunes. Ces jeunes sont en rupture scolaire, ils sont incapables de rester plus de 2 heures, et encore 2 heures, sur les bancs des écoles. Donc il a fallu adapter le dispositif et nous sommes allés vers un collège qui nous a ouvert ses portes, nous a proposé un enseignant et nous a permis d'accompagner les jeunes dans une école. Ce qui faisait qu'ils avaient un semblant de scolarité puisque les éducateurs assistaient aux cours et l'enseignante était seule. Il n'y avait pas d'autres élèves dans la classe. Les jeunes entraient dans l'école, suivaient un cours et ressortaient avec les équipes. Mais l'enseignante, et en tout cas, eux avaient la notion de scolarité. Et c'était très important pour eux de retrouver une normalité d'accompagnement. Je sais que j'ai peu de temps, donc je vais essayer d'évoluer vers le dispositif qui, donc ça c'est le dispositif d'origine, alliant la maison des adolescents et la maison d'enfants à l'abri. Mais depuis 2015, ce dispositif a évolué. Il a évolué parce que 3 pédopsychiatres donc, se sont succédés, apportant à chaque fois une évolution du dispositif. Et si aujourd'hui je dois vous décrire le dispositif,
le dispositif dépend toujours de l'aide sociale à l'enfance, a les mêmes capacités d'accueil, ça j'en ai pas parlé, c'est 6 places d'accueil de jeunes à l'origine âgés entre 11 ans et 17 ans. 11 ans parce qu'ils devaient correspondre à la mise en place des projets de la maison des adolescents, et pour une durée qui était estimée de 18 mois. Aujourd'hui, le dispositif n'a plus de... On continue d'être en lien avec le docteur Bronsard, mais en tout cas, la maison des adolescents a disparu du dispositif. Donc le CMPPD a disparu du dispositif et il a fallu se réorganiser. D'où le rôle vraiment important de la coordinatrice des soins et de l'équipe éducative qui a acquis une certaine expérience, une certaine expertise. C'est des éducateurs, pour la plupart, hein, et ont pu quand même, grâce aux formations, grâce aux analyses de pratique, grâce aux analyses de cas cliniques, adapter leur savoir-faire sur un public qui fait peur. C'est vrai que c'est un public qui fait peur. Et aujourd'hui, le dispositif se construit, la scolarité, le soin et l'hébergement de la même manière, mais avec d'autres intervenants. Aujourd'hui, on fait plus appel aux IME, aux collèges, aux ITEP, aux classes ULIS, aussi au niveau du soin. C'est-à-dire qu'au niveau du soin, on est en lien et on a créé un partenariat avec l'hôpital Le Relais Serena qui est proche de l'institution. Et on continue à présenter, parce que les situations de ces jeunes ont un peu évolué, c'est qu'aujourd'hui on les prend entre 10 ans et 15 ans. Ce qui a permis aussi de réduire les difficultés, puisqu'on avait des jeunes de 10 ans, 11 ans, avec des capacités mentales et cognitives proches de ceux de 5 ans, et des jeunes de 17 ans qui transgressaient énormément les règles. Sur un groupe de 6 adolescents, c'était compliqué dans l'organisation des activités thérapeutiques, des activités pédagogiques. Donc c'est vrai qu'en réduisant, on a quand même permis d'avoir une certaine homogénéité dans le groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, et les premiers adages qu'on s'était posés, c'était de ne pas renvoyer ces jeunes, de ne pas les exclure. On avait dit, on les accueille, ils sont en difficulté, ils ont des comportements atypiques, à risque, ils transgressent les règles, ils sont violents envers les éducateurs, envers les équipes, mais on ne va pas les exclure. On va souffrir, parce que les équipes ont souffert. La première partie de l'équipe en 2015 a vraiment été en difficulté. Il reste encore 4 éducateurs sur les 7 présents aujourd'hui de l'équipe de 2015. C'est quand même important, parce qu'aujourd'hui, ils ont même une approche dans la maison d'enfants comme des experts de la maladie mentale. Alors que ça ne l'est pas, mais en tout cas, ils ont cette approche-là. On vient les rencontrer, les conseiller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on ne renvoie pas les jeunes. On réfléchit aux orientations, elles sont compliquées, très compliquées. Des jeunes qui sont incasables à leur entrée 18 mois après, même s'ils sont stabilisés, l'orientation est compliquée. Mais en tout cas, et ça on s'est forcé de le faire, on a accueilli à peu près 30 jeunes, 20 vraiment destinés au dispositif, et on n'en a renvoyé aucun. À chaque fois, on a travaillé des orientations, plus ou moins réussies, mais jamais aucun jeune n'a été renvoyé. Et je vais laisser la place. Merci à Valérie Foulon et à Stéphane Berger. Il est important voilà, il est important. Je vais essayer de sortir que 2-3 éléments qui devraient nous rapprocher, et je voudrais vous transmettre ce qui, à mon avis, a été utile et efficace. Donc là, tu viens de donner, Stéphane, les éléments qui montrent quand même une solidité, une permanence. La majorité des éducateurs sont toujours là, aucun enfant n'a été exclu de façon rapide ou brutale. On pourrait extraire peut-être 3 points. Le premier, il est évident, mais il n'est absolument pas mis en avant en général. Il faut un engagement affectif personnel. Il faut y croire un peu, il faut avoir l'idée que ces adolescents, on peut faire quelque chose avec eux, et donc je vais être extrêmement simpliste, il faut même les aimer un petit peu, je pense. Je suis dans quelque chose, vous voyez, de très direct, mais ça, je pense que c'est incontournable. On ne peut pas prévoir des dispositifs pour adolescents agités, présentant des troubles sévères du comportement, si on ne croit pas, de façon sincère, un peu presque militante, en tout cas au moins affective, qu'on peut améliorer leur
leur parcours et qu'on ne soit pas touché par ce qui s'est passé pour eux avant. Quand Romain Dugravier décrit l'histoire, décrit leur enfance, ça va évidemment chercher chez nous énormément d'émotions et énormément d'affectivité. Je vous dis ça parce que pendant très longtemps, on a plutôt mis en avant chez les professionnels que pour être professionnel, il ne faut pas être trop affectif, il faut arriver à se détacher. Pas trop. Pas trop. Je vous assure que si on se détache trop sur le plan affectif de ces adolescents, évidemment qu'on change de secteur et on change de... Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut être en position assumée. Évidemment qu'il y a des risques à une suractivité, comme il y a des risques à une trop faible affectivité. Donc ça, je pense que c'est le premier élément. Il faut des positions personnelles, et ça ne se décrète pas, c'est ou c'est pas, qui vont permettre la rencontre entre les différents professionnels et qui vont permettre la rencontre sincère et totale avec ces adolescents. Il va falloir qu'il y ait une rencontre, un lien qui se tisse entre nous et ces adolescents. Et pour ça, encore une fois, il faut une position affective assez forte par rapport à eux. Donc ça, c'est un premier élément assez simple, mais pas du tout facile à mettre en place en fait, ou à pousser ou à décréter. Le deuxième, ça on le dit depuis ce matin, je le redis, c'est qu'il faut un coportage, il faut un engagement là, professionnel, là, politique, institutionnel, financier, autant du côté du soin que du côté de la protection. Ça c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas facile, parce que souvent on dit que ces populations sont aux frontières, mais en fait ils sont plutôt binationaux. Ils sont plutôt binationaux, c'est-à-dire en fait ils appartiennent aux deux pays. Ils appartiennent aux deux pays. Et bien sûr qu'il va falloir des frontières et des portes entre nous, et pas juste une ouverture sans limite, mais il faut qu'on ait absolument en tête que la pédopsychiatrie ne fera pas sans la protection de l'enfance, la protection de l'enfance ne fera pas sans la pédopsychiatrie. C'est une évidence, vous êtes tous là en le pensant, mais après en pratique, vous savez bien que lorsqu'il s'agira d'hospitaliser le vendredi soir Kevin qui a tout cassé, cette histoire qui vous appartient aux deux nationalités, honnêtement, le vendredi soir, et puis le vendredi soir suivant, c'est les pédopsychiatres, ils viendront la mener au centre social avec les valises. Donc il y a la même violence des deux côtés, hein, c'est pas du tout une... On est sur ça, on s'entend bien, hein, on fait les mêmes bêtises. Hein. Ça, c'est sur le plan politique. Après, il faut, et je reste dans une dimension subjective, une vraie entente cordiale sur place, c'est-à-dire qu'il va falloir que les éducateurs et le directeur fassent confiance, vous l'avez dit, sur les indications. C'est très très rare que le psychiatre co-décide ou décide, parfois, enfin ça dépend de l'humeur, co-décide de l'entrée ou de la sortie, et surtout de la sortie. C'est-à-dire il est très compliqué pour les pédopsychiatres, s'ils ne sont pas intégrés complètement dans le dispositif, d'avoir un mot à dire sur la sortie. Le directeur du foyer est souverain, l'ASE est souveraine, on n'a rien à... Donc il faut au préalable qu'on se mette d'accord sur aucune entrée sera décidée que par l'un ou par l'autre, et aucune sortie ne sera décidée par l'un ou par l'autre. Donc ça, c'est la dimension, on va dire, le grand cadre qui nécessite cette proximité, cette amitié, cette intimité, parfois même. Bon, on ne va pas tout dire non plus, quand même. Hein. Bon, mais oui, enfin, il y a eu beaucoup de daubes provençales, de loups grillés, sauce beurre citron. Enfin bon, voilà, on en parlera après. Mais enfin voilà, il faut y aller quand même. Hein. Il faut mettre un peu de moyens dans le rapprochement et le mariage. Enfin la dot, quoi. Voilà, il faut mettre un peu une petite dot. Deuxième partie, elle est plus technique. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr une immense disponibilité, une immense adaptabilité et de la psychiatrie et des éducateurs avec comme point central la crise. C'est-à-dire que c'est bien sûr la crise ou la peur de la crise externalisée, hétéro-agressive, qui va faire exploser le système. Donc il a fallu préparer les éducateurs à mesdames, messieurs, vous allez recevoir des coups, vous allez vous faire mordre, cracher dessus, bon, insulter, on n'en parle même pas, ça c'était le minimum syndical, mais on les a quand même préparés à recevoir des coups physiques. C'était un petit peu, là on est à Marseille quand même, hein, mais mais là on va faire ça à Brest, mes collègues de Brest, là, on va le faire aussi. Il va falloir se préparer à supporter de pouvoir mettre en avant son corps, une mise à l'épreuve de son corps, et puis évidemment qu'on va travailler ça. Alors il n'y a pas eu de blessure hein, quand même, il n'y a pas eu de... Enfin,
Il n'y a pas eu de décès. Voilà, il n'y a pas eu de décès. Hein, je crois, voilà, on va un peu. Personne n'est mort, hein, je pense. Hein, voilà, il n'y a pas eu de décès. Il y a eu quelques incendies avec des gens. Je te rappelle que c'est enregistré, Guillaume. Oui, oui. C'était à Marseille, on a plus de droits quand même. Donc, supporter la crise, et pour ça, il fallait bien sûr que le psychiatre s'engage totalement, que c'est pas juste on attend la demande de la crise. On n'attend pas la demande, qu'est-ce qu'il veut nous dire par cette crise? On s'en fout. Là, je veux dire, quand il fait la crise, on verra après pourquoi il a fait la crise, mais sur le moment. Donc, on avait organisé des protocoles d'extraction, on avait négocié avec le SAMU, donc il y avait tout un protocole de crise extrêmement balisé, et une disponibilité qui m'a valu quelques souffrances conjugales, puisque j'étais là tous les dimanches, je pense, pendant un an. Hein, voilà. Mais après, on s'y fait. Hein, voilà, tous les week-ends, donc sur le plan... Enfin bon, je vous dirai après. Ça, c'était un peu plus compliqué. Mais, donc ça demande un investissement personnel, une adaptabilité. Et une fois que les éducateurs n'ont plus peur de la crise, maintenant, il faut travailler le fond. Je vous dis ça dans l'ordre, parce que on veut commencer par le second. Je pense qu'en fait, il faut commencer par le premier, parce que vous ne pourrez pas les éviter, les crises, de toute façon. Vous ne pourrez pas. Donc, il faut s'y attendre et se préparer à les recevoir sur votre corps et sur votre esprit. Et après, donc, bien sûr, toute l'organisation de la prévention de la crise, bien entendu, que sont supervision, l'enseignement. Il y a eu énormément d'enseignements faits autour de la psychopathologie, hein, pratiquement une fois par semaine. Donc, c'était intensif sur l'enseignement. Des possibilités, donc de la prévention de crise, de savoir contenir les corps, contention, on avait des chambres de confinement, etc., qu'on a très peu utilisées en fait, mais le simple fait de savoir qu'il était possible d'arrêter le corps d'un adolescent qui s'agitait ou qui se faisait mal ou qui faisait mal aux autres, a été... Voilà donc ces trois éléments qui peuvent paraître évidents ou simples, mais je vous assure qu'il est extrêmement difficile d'abord de les mettre sur papier, parce qu'il y a une dimension très subjective, un peu politique, et donc ça paraît pas évident comme ça à écrire ou à décrire, on l'a fait, et j'insiste donc sur ces deux éléments, et je conclurai avec ça, qui montrent, et que je voudrais que nous affirmions ensemble comme un signe de réussite. La majorité des éducateurs sont toujours là, 7 ans, bon, et les 3 autres, bon, on en parlera après, mais voilà, voilà, ils sont toujours là et ils sont très présents pendant le confinement. Ils étaient là, enfin, ils venaient même sur leurs jours de vacances. Enfin voilà, c'est les barbecues. Enfin bon, voilà sur le truc. Et la deuxième chose, c'est que aucun adolescent donc a été exclu suite à une crise. Les 20 ont trouvé quand même quelques placements acrobatiques, et on a évité, vous voyez que l'objectif était quand même à la fois très ambitieux, mais objectivement assez bas, c'est-à-dire je voulais au moins, 1, qu'on les garde, et 2, qu'on leur évite 3 sorties, l'asile, la prison et la rue. Juste ça. On voulait juste éviter ces 3-là. Et sur les 20, je ne parle pas des 10 qui étaient là de passage, mais les 20 qui sont restés, je crois que ces 3 lieux durables, je ne parle pas le passage à l'hôpital psychiatrique, mais une hospitalisation long cours duquel on ne peut pas sortir, les hospitaliers requérants, sur ça nous avons à peu près réussi. Les éducateurs sont tous là, aucun n'a été exclu, et aucun des 20 ne sont dans un des 3 lieux de relégation terribles de notre société, l'asile au long cours, la rue ou la prison. Merci. Ça marche, je pense que ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc là, on a vu un service qui met en place une articulation, une transdisciplinarité qui est intégrée au service même. On va passer à une autre expérience, qui est une expérience qui est celle qui est menée en ce moment et qui démarre avec l'hôpital de Versailles, et qui est porté par l'aide sociale à l'enfance du 78 et du 92, avec la création d'un institut du psychotraumatisme, dont apparemment le nom n'est pas encore tout à fait définitif. Si ? Il est définitif, donc en 10 minutes.
Vous êtes mis d'accord. Ok. Et donc cette expérience, elle est tout à fait importante et intéressante puisque on sait très bien que le psychotraumatisme est une enfin, disons que c'est l'un des diagnostics très probables en protection de l'enfance. Tout à l'heure, tu as parlé du trauma complexe. Et là, on a vraiment affaire à cette question-là, avec peut-être des soins plus en ambulatoire, mobile. Vous allez nous expliquer tout ça. Tout à fait. Donc, bonjour à tous, Sophie Dupont, je suis la directrice donc, de l'Institut du psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent à Versailles dans les Yvelines. Donc depuis ce matin, on a entendu énormément de choses concernant la volonté de l'acteur public, la volonté de l'aide sociale à l'enfance, la volonté de l'ARS, la volonté de tout un tas de personnes. En fin de compte, on a entendu parler d'aller vers des collègues, d'autres métiers, d'autres professions, et finalement avec tous cette même finalité qui est d'aller vers l'enfant, pour l'enfant. Et ce travail-là, on ne peut pas le faire sans une confiance qui doit s'établir. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, tout ce que j'entends depuis ce matin, vous en avez rêvé, eh bien dans le département des Yvelines, on l'a fait. Je suis un petit peu provocatrice, mais néanmoins, ça se passe quand même plutôt pas mal. On a donc le conseil départemental des Yvelines qui, à l'origine, en la personne de son directeur général des services, Yves Cabana, a une rencontre. Comme quoi, tout vient toujours d'une rencontre, une idée. Hein, l'être humain a cette magie de pouvoir créer des choses et après, il faut y croire. Et il rencontre le professeur Mario Speranza. Et tous deux, ils se disent qu'en fait, ils ont tous deux des préoccupations qui finalement se rapprochent. Celle du département, c'est d'avoir cette fameuse compétence de l'aide sociale à l'enfance et de comment créer le meilleur parcours possible pour les enfants. Comment faire qu'ils aient de l'accès aux soins. Comment faire alors qu'il y a tant de manque de pédopsychiatres et comment faire pour pas que les enfants reviennent, repartent, etc. Et puis évidemment, Mario Speranza, il a cette préoccupation d'offrir le meilleur parcours de soins possible à l'enfant. Comment essayer d'apporter ce lien de confiance à l'intérieur des parcours de l'ASE, c'est si compliqué, il n'y est pas, il n'est pas à l'intérieur. Et puis comment faire aussi pour avoir de la pluridisciplinarité dans les équipes. Et puis comment faire pour que s'il y a du soin, il faut de la recherche. On en a parlé ce matin. Comment faire pour avoir la recherche et comment faire pour mettre tout ça en un seul et même lieu. Et de cette idée naît le projet un peu fou de se dire, eh bien, on va créer un institut et il va y avoir tout ça là-dedans. Et en plus, cerise sur le gâteau, on se dit, il faut former les professionnels qui travaillent autour des enfants. Et donc, il faut créer aussi des formations pour tous les professionnels, à commencer par l'aide sociale à l'enfance, évidemment, qui travaillent autour de ces enfants. De ce petit projet, effectivement, naît le commencement, l'écriture, et puis évidemment, comme on l'a dit, il faut du soutien. Il faut du soutien politique, il faut une volonté politique. Et le département des Yvelines s'allie alors aussi avec le département des Hauts-de-Seine et le centre hospitalier de Versailles, et les trois décident de former un GIP. Dans cet institut, ils vont mettre tout ce que je viens de vous raconter. Voilà comment tout ça commence. Alors, je vous passerai le détail comment je suis arrivée là. Je suis passée par l'hospitalier, donc j'ai vécu le côté hospitalier, puis je suis passée par le département. J'ai vécu ce qui pouvait se passer au département des Yvelines. Je suis partie faire un petit tour en expatriation et mon directeur général des services m'a rappelé en me disant « Il faut me faire confiance, il faut revenir en France et il faut faire naître le bébé et l'aider à grandir ». Et j'ai accepté parce que, comme vous dites, il faut aussi un peu d'affect et y croire, et que je crois en ce projet et que je me lève chaque matin en me disant qu'il va grandir, grossir et peut-être être plus qu'interdépartemental. Alors on a donc un pôle de soins qui propose une approche tout à fait pluridisciplinaire avec pédopsychiatre, psychologue, infirmière, puéricultrice, secrétaire médicale évidemment, une assistante sociale, 2 éducatrices spécialisées. Et l'idée est d'arriver à proposer un parcours de soins qui soit le plus adapté possible, avec différents outils thérapeutiques qui peuvent être aussi le MDR, l'hypnose ou encore de la psychiatrie transculturelle. Mario Speranza nous en dira peut-être plus un peu tout à l'heure.
On a ce pôle de formation, donc ça c'est quelque chose que je défends également. On a d'ailleurs plus de 100 personnes déjà qui sont formées. On a ouvert le 1er avril dernier et vous voyez qu'en l'espace de quelques mois, malgré l'été, on a des demandes qui pleuvent de partout. Donc là pour l'instant je ne peux répondre qu'à l'ASE du 78 et du 92, mais on voit que j'ai déjà eu des relations donc avec les magistrats, avec le parquet, avec l'éducation nationale, où en fait ils sont complètement en attente de formation. Ça les intéresse énormément. Donc il faut les concevoir, c'est du travail, c'est du temps. Et on a le pôle recherche, où là je laisserai évidemment Mario en parler plus en détail parce que je ne suis pas chercheur, non, ça ce n'est pas dans mes cordes, mais on voit bien en travaillant à l'Institut que le lien et le rapport, et pas seulement qu'entre le pôle soins et le pôle recherche, mais bien aussi entre le pôle formation, le pôle soins et le pôle recherche, est quelque chose qui est très important. Tout le monde doit travailler ensemble, et pas les chercheurs dans un petit coin. Donc la prise en soins, pour l'instant aujourd'hui à l'Institut, elle se fait évidemment pour le public de 0 à 18 ans, on pousse jusqu'à 21 ans effectivement pour les jeunes majeurs qui sont pris en charge par l'ASE. Des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et puis on a évidemment les urgences hospitalières de ces deux départements, les CUMP, les UMJ, les équipes mobiles qui peuvent nous adresser des patients. Soit on les prend en charge à l'Institut, soit effectivement on décide de les réadresser sur le réseau, sur le maillage territorial, puisque depuis de nombreux mois, on a construit et pris des attaches effectivement avec les professionnels de ces deux départements. Donc cette activité de formation, je vous en ai parlé, plus de 100 personnes déjà formées, un carnet de commandes qui est plein jusqu'à la fin de l'année déjà, avec effectivement des formations de différents niveaux pour différents publics qu'on peut cibler suivant les métiers, suivant la demande qui nous est faite, qui peuvent être plus grand public ou plus sur du dépistage, du repérage, et enfin qui peuvent être d'un niveau supérieur, ce qu'on a appelé le niveau 3, pour approfondir vraiment ses connaissances sur le trauma, le trouble du stress post-traumatique, tout ce qui peut être lié en fait à la vie psychique du bébé jusqu'à son adolescence. L'activité de recherche, alors on a déjà fait 7 articles qui ont été publiés, donc vous voyez qu'on n'a pas chômé depuis plusieurs mois. On a réussi, et ça c'est absolument génial, à attirer énormément là, les derniers temps de jeunes qui sont intéressés à venir travailler avec notre pôle de recherche. On a des partenariats avec l'INSERM, le NS, on travaille avec les universités. Et on sent qu'il est en train de se passer un truc absolument incroyable, sans qu'on ait encore fait beaucoup de communication et beaucoup d'efforts. Donc on voit qu'il y a un véritable et vrai intérêt pour avoir ces travaux menés en collaboration avec un pôle soins et des patients et des formations qui sont en cours. Et tout le monde dans l'Institut est investi un petit peu sur chacun des 3 pôles. C'est ça qui est absolument génial. Nos thématiques, nos grands axes de recherche, ils sont sur pourquoi et comment en fait l'environnement des premières années va impacter en fait la santé psychique et mentale de ces enfants. Pourquoi tous ces enfants et ces adolescents ils sont en moyenne plus vulnérables ou particulièrement vulnérables sur du stress environnemental précoce. Et pourquoi enfin certains d'entre eux sont parfois plus résilients que d'autres face au psychotrauma. Donc ça, ce sont évidemment des sujets qui, à l'Institut du psychotrauma de l'enfant et de l'adolescent, nous intéressent particulièrement. Voilà, donc cet institut, c'était une volonté vraiment de créer quelque chose sur une pensée commune au sein de l'Institut et de pouvoir prendre soin des adolescents et évidemment, très intéressant, un autre axe dont il faudrait aussi pouvoir parler plus longuement, de prendre soin de tous les adultes qui s'occupent d'eux. Je passe la parole à Mario. Alors, en effet, moi je souhaitais un peu articuler ces 2 points qui sont affichés, la volonté de créer une pensée commune et comment prendre soin des adolescents tout en s'occupant des personnes qui s'occupent de ces adolescents difficiles. Et mon topo, en effet, est superposable à celui de Guillaume. On ne s'était pas concerté, mais on voit que les 3 points que tu as évoqués
sont totalement en syntonie avec le souhait et le projet que nous sommes en train de développer au sein de cet institut. Et je me propose de le faire de façon peut-être un peu théorique, mais je crois que dans la pensée commune, nous avons besoin de quelques repères théoriques. Alors, d'abord, vous le savez, on est, dans la plupart de ces adolescents difficiles, dans une situation de trauma relationnel et avec des conséquences développementales de ce trauma relationnel. Et donc, c'est justement quand les personnes qui sont censées s'occuper et de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant n'y arrivent pas, ne sont pas en mesure de le faire. Donc, on est au cœur de la problématique de ce trauma relationnel, développemental et les conséquences que cela a pendant tout le développement et bien au-delà, toute la vie de la plupart de ces enfants. Mais alors, un parent maltraitant, négligent, je n'aime pas ces termes, mais c'est parce que c'est des personnes déjà en souffrance eux-mêmes, n'ont pas été capables, malheureusement, d'être attentifs aux états mentaux et aux besoins émotionnels de l'enfant. Et donc, ils n'ont pas été capables de mentaliser l'enfant, de penser à l'enfant dans ses besoins fondamentaux. Et donc, l'enfant était laissé seul, émotionnellement, dans un état d'insécurité, on a évoqué la notion de sécurité essentielle, une métasécurité, avec des vécus très difficiles à tolérer, et qu'il n'a pas appris à réguler ni à contenir. Et ça a évidemment des conséquences sur l'incapacité développementale à réguler les émotions, à gérer les comportements, à réguler l'estime de soi, à gérer les relations avec les autres. Et tout ça, c'est ce qu'on voit au quotidien dans le fonctionnement de ces adolescents. Mais alors, d'autres choses qui sont encore plus importantes, c'est que ces enfants n'ont pas appris à exprimer leurs émotions. Ils n'ont pas appris à réfléchir aux états mentaux. Et je trouve cette phrase magnifique, « Mon esprit est un lieu dangereux ». Ils n'ont pas appris à considérer la pensée comme quelque chose d'intéressant, la curiosité, le plaisir, mais plutôt comme un lieu dangereux. Parce que l'expérience qu'ils ont fait, c'est de voir dans les yeux des personnes qui étaient censées s'occuper d'eux une violence, un mépris, de la haine. Et quel est le seul moyen de se protéger de ces images projetées dans le vécu de soi, c'est ne pas voir, ne pas se mettre à la place d'autrui, ne pas penser à ce que les autres pensent. C'est la seule solution vivable dans ces situations de trauma complexes, c'est d'inhiber toute réflexivité. Et à ce moment-là, c'est le comportement qui remplace cette capacité à penser. Et on le sait, il y a différentes manières pour ne pas penser. Il y a l'action, les solutions rapides, télélogiques, tout de suite, immédiatement, une solution magique qui règle les problèmes, qui régule les émotions difficiles. C'est ce qui se passe au niveau du vécu, quand ce que je pense est complètement syntonne avec ce qui se passe à l'extérieur. Si je pense quelque chose, forcément tout le monde doit penser la même chose. C'est l'absence de toute capacité de mettre de nuances. Il n'y a que la certitude, une certitude rigide. Ou sinon, la troisième solution, c'est de se couper complètement de soi, couper des émotions, séparer complètement les émotions et les cognitions, ce qui rend les rapports aux autres totalement faussés. Mais il y a un dernier point qui est probablement le plus important, ça a été déjà évoqué ce matin. C'est qu'au-delà de tous ces symptômes qu'on voit au quotidien, le principal problème du trauma relationnel, c'est qu'il fait en sorte de rendre impossible la confiance dans l'environnement. C'est comme tout ce qui venait de l'extérieur était dangereux, ou non pertinent, ou non utilisable, non généralisable au vécu de l'enfant, de l'adolescent. Donc en gros, ces adolescents ont perdu la capacité d'apprendre. Ils ont oublié, ils sont incapables d'être vraiment en contact avec les autres. C'est comme s'ils étaient enfermés dans une cloche de verre. C'est ce qu'on appelle la méfiance épistémique. Donc ils sont là, on leur parle, mais en effet, ils ne nous entendent pas. Et c'est comme si on n'était pas vraiment en contact avec eux. D'où l'importance de ce qu'évoquait Guillaume, sur comment nous, on peut faire pour essayer de le rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on n'est pas capable d'apprendre autrui, quand on n'est pas capable d'être en relation avec autrui? Tout ce qu'on propose n'est pas utilisable. La porte relationnelle de l'apprentissage est fermée. Donc notre aide, l'aide qu'on essaie d'apporter, n'est pas utilisable. Le seul moyen
pour essayer d'ouvrir cette porte, trouver la clé, c'est faire en sorte que l'adolescent fasse une expérience de rencontre avec quelqu'un qui est intéressé à percevoir le monde du point de vue de l'adolescent lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que ce que Guillaume évoquait, il faut l'aimer, ces adolescents, il faut non seulement les aimer, il faut essayer d'aimer et comprendre la manière qu'ils sont eux-mêmes de se percevoir, de se vivre, qui est cette manière négative, avec du mépris d'eux-mêmes, d'absence de compassion, parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes terrible. Si on arrive à leur montrer qu'on les voit comme eux se voient, à ce moment-là, ils peuvent se sentir compris, et peut-être, la deuxième étape, c'est qu'ils peuvent entendre quelque chose qu'on a à leur dire. Mais si on n'a pas cette première, disons, étape, il n'y a rien qui passe, malgré toute notre bonne volonté. Et alors, comment faire face à ça? Comme disait Guillaume, c'est l'engagement, c'est un intérêt véritable, c'est une authenticité de notre manière d'être, c'est une empathie vis-à-vis d'eux, c'est une validation des réactions émotionnelles qu'ils sont. Les crises, il y en a tout le temps. On ne valide pas la crise, on valide la logique qui a amené à ces crises comme la seule solution possible qui a pu se mettre en place. Donc je comprends que si tu vois les choses, si je comprends ta logique de comprendre comment tu te sentais, tout ce qui s'est passé, alors je comprends que tu aies réagi de cette manière. Et c'est essentiel parce que sinon, malheureusement, la gestion de la crise, c'est une invalidation supplémentaire dans leur manière d'être. Parce qu'il faut aller vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de représentation commune, partagée, de nous avec l'adolescent et pas chacun de son côté. Mais alors, pourquoi c'est si difficile d'adopter cette posture, de les aimer? Même si on est des professionnels, on est un peu formés pour ça, mais parce que mentaliser, arriver à se mettre à la place d'autrui est extrêmement difficile. Et c'est encore plus difficile quand l'émotion en jeu est plus importante. Et la question, c'est qu'à chaque fois que l'émotion monte, l'émotion du danger, l'émotion de se sentir menacé, de prendre un coup, et bien à ce moment-là, tout ce que nous faisons, c'est qu'on fonctionne de la même manière, avec la concrétude, l'absence de doute, la certitude, où nous coupons nous-mêmes de nos émotions pour nous protéger. Donc, cette posture est très difficile. Donc, ça arrive aux patients, mais ça arrive à nous tout le temps. Et malheureusement, c'est là la cible du travail. Et c'est encore plus difficile parce qu'on est face à des adolescents qui refusent de l'aide qu'on leur apporte. On est face à une anxiété qui nous envahit. On est dans une situation très complexe dans laquelle on a du mal à intégrer tous ces différents niveaux d'action. Et puis qu'apprendre en situation professionnelle n'est pas si simple que ça. On a tendance souvent à répéter ce qu'on sait faire parce que c'est quand même la sécurité de ce qu'on connaît, malgré la nécessité d'adapter nos pratiques. Et alors, il faut qu'on puisse changer de perspective. Et je crois que ce que vous avez montré est une perspective intéressante. Probablement, la cible n'est pas le jeune lui-même, sa famille, comme on a longtemps fait avec des compétences, avec un accent mis sur les rôles professionnels de compétences. Probablement, l'action est davantage centrée autour des professionnels qui s'occupent des adolescents qui sont en difficulté. C'est-à-dire que le réseau qu'on constitue autour des personnes qui s'en occupent, essayons d'identifier parfois celui qui est le plus à même d'être cet agent de confiance qui permet peut-être de réouvrir cette porte qui est fermée et qui, à travers cet adolescent, cette professionnelle, l'accès sera possible. Et souvent, ce n'est pas le psychologue, ce n'est pas le psychiatre. Et probablement, notre rôle est davantage d'être un soutien, un éclaircissement, un accompagnement, un partage avec les professionnels qu'une action directe auquel souvent on n'a pas accès parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils ne viennent pas nous voir, parce qu'on est perçu comme menaçant et parfois on n'est pas si bon que ça, il faut le dire, pour essayer de les rencontrer. Et donc, ces deux images, je pense, sont importantes à garder à l'esprit. Qui tient la corde de celui qui est avec l'adolescent, qui n'a pas peur de tomber du ravin quand il est en haut montagne? Qui va donner l'oxygène au professionnel qui a un moins 30 pour essayer de faire les travaux sous le fond de l'océan? S'il n'y a pas l'équipe en haut, ceux qui tiennent et qui permettent de créer ce réseau qui soutient la mentalisation et qui évite d'être dans des passages à l'acte de non-mentalisation. Et donc, on doit travailler ce réseau.
On doit travailler. Donc, et probablement, tout le travail qu'on fait est toujours centré autour de la réparation des erreurs permanentes qu'on fait entre nous, les malentendus, les conflits, les incompréhensions, le fait qu'on sait à la place de l'autre alors qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tout ce travail est au cœur de ce qu'on fait, et peut-être c'est la seule, et ça semble peu, mais c'est énorme. Je vous remercie. Merci beaucoup Mario pour cette présentation théorique, cet approfondissement. On voit bien là que ce qui se joue, c'est le cœur du réacteur nucléaire. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la relation, ce noyau entre l'enfant et l'adulte qui va s'occuper de lui, avec ce qui a été aussi avancé sur la question de la supervision, de l'analyse des pratiques. Comment est-ce qu'on peut mettre des compétences à disposition de ceux qui sont au plus près de l'enfant et qui vont aussi avoir une place de clinicien finalement, de soignant vis-à-vis de l'enfant. J'aurais même une ambition plus basse. Avant de penser à supervision, intervision, expertise transmise, c'est s'occuper les uns des autres. Alors, le barbecue, le méchoui, ou voilà. Voilà. Et alors, je pense que ce niveau-là est probablement encore plus important qu'une technicité de transmission d'informations qui passe par l'enseignement, par la supervision, le partage d'expériences. Tout ça est essentiel, une réflexivité commune. Mais je pense que le niveau initial, c'est comment on s'occupe les uns des autres. Et pour s'occuper les uns des autres, il faut que nous, on garde notre capacité à penser et notre capacité à ne pas être prise avec des émotions qui sont très violentes et qui nous font passer dans un état de non-mentalisation. Donc, et quand je dis ça, ça semble une banalité, il n'y a rien de plus difficile au quotidien parce qu'on n'a pas de culture similaire. Donc, avec Sophie, on est au quotidien dans de petits et grands conflits sous notre manière différente de voir les choses. Alors, il faut l'expliciter, il faut le dire, ne pas être dans une sorte de monde idéalisé où tout est parfait. Les conflits existent, mais justement, aborder les conflits, c'est s'occuper les uns des autres et transmettre quels sont nos principes éthiques partagés auxquels on doit toujours revenir. Et ils ne sont pas donnés d'emblée, il faut les construire. Et ces malentendus qu'on a régulièrement, eh bien, je pense qu'il n'y a rien de plus important que ces conflits pour faire évoluer notre pensée commune. Mais ce qui sous-entend qu'il faut une tolérance au conflit quand même. Parce qu'on est dans une société, une évolution culturelle qui a un petit peu diminué notre tolérance au conflit, à la violence, etc. Donc je pense que c'est un peu plus dur maintenant. Je pense que c'est un peu plus dur dans notre ambiance sociétale actuelle, alors sans être trop religieux et de penser qu'il faut souffrir pour aller mieux, on ne va pas exagérer, mais la conflictualité est d'abord totalement incontournable, irréductible. On ne peut pas ne pas être en conflit. La seule chose, c'est qu'il faut que ça ne devienne pas une violence irrégulée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache, nous et vous, enfin quand je dis nous et vous, les collègues du social et nous, arriver à tolérer qu'on peut se disputer un peu dans le seul but de construire. Alors c'est pour ça que c'est en amont et c'est très bas, effectivement, c'est presque archaïque. Ce que tu proposes et ce que je proposais aussi, c'est qu'il faut une confiance, une affectivité de base sur laquelle on se reconnaît. Une fois qu'on l'a assumé, peut-être qu'on a un peu moins peur l'un de l'autre, ce qui nous permet de... Mais cette conflictualité, voilà, est absolument... Réparer en permanence. Oui, et à travailler et à réparer en permanence. Alors c'était des idées qu'il y avait dans la psychothérapie institutionnelle, hein. C'est pas non plus tout à fait nouveau, hein, là, ce que je dis, ou dans le social sur toute l'anthropologie là, qui étudie les institutions. Donc, mais ça, c'est quelque chose de très important, ce qui veut dire que certes, il faut des moyens, mais ça ne suffit quand même pas
vous n'avez pas dit, parce que c'est magnifique, hein, votre institut psychothérapique, vous n'avez pas dit qui paye, hein, quand même. Ah bah voilà, j'avais envie d'en parler parce que j'entends des personnes parler de ça depuis ce matin, et il y a quand même un point très important. C'est un gros mot en France, mais je vais le dire quand même, c'est l'argent. Hein. Effectivement, il faut de l'argent. C'est-à-dire que des idées, on voit qu'on en a, des super bonnes idées, on voit qu'en France, il y en a. Pour les mettre en œuvre, il faut qu'il y ait un vrai engagement de l'État. C'est-à-dire que j'ai envie de vous enlever votre rôle de bonne fée. Et la bonne fée, ça doit être l'État qui prenne ses responsabilités. C'est bien que les départements s'engagent, mais ça suffit peut-être pas au niveau national si on veut vraiment faire quelque chose de grande ampleur. Donc si la secrétaire d'État nous entend, si c'est enregistré, voilà, qu'elle entende notre appel à écouter tous les projets qui peuvent être mis en œuvre dans l'intérêt effectivement de l'enfant. Ça coûte beaucoup d'argent. Les 2 départements envisagent d'investir à peu près 10 millions d'euros quand même sur l'Institut. Ah oui. Donc on ne parle pas de rien. Plus évidemment les appels à projets sur lesquels on est au niveau du pôle de recherche pour également aller lever plusieurs millions d'euros aussi sur le pôle de recherche. Donc on ne parle pas de petites sommes, on parle de choses importantes. Et voilà, il faut que l'État prenne ses responsabilités et ait conscience qu'on ne peut pas faire aussi, on peut faire des petites choses avec des petits moyens, etc. Mais si on veut faire de grandes choses, ce sont de vraies politiques publiques, un vrai engagement. Voilà. Alors, on voit bien que ces projets ne sont possibles que par un portage politique qui est fort, et un engagement politique qui est fort, et un engagement financier aussi. Donc voilà, donc ça tient aussi à la rencontre de gens, bien sûr, mais ça tient à un portage politique et à une volonté de faire. Ces 2 expériences le montrent bien. Je vous en prie, allez-y. Oui, non. Ça marche. Ça marche. Oui, tout à l'heure, je n'ai pas du tout abordé l'aspect financier. Le coût d'une petite structure comme celle-là, c'est absolument pas le coût d'une MEX classique. Pour 6 enfants, c'est à peu près 1 million d'euros. Donc, on n'est pas sur les prix de journée habituels. Donc, ça veut dire, en fait, simplement un engagement, une volonté politique. Dans le département des Bouches-du-Rhône, au-delà de cette petite structure, nous avons 6 structures pour des adolescentes difficiles. Donc, et pareil, ce sont aussi des prix de journée importants, pas à ce niveau-là, moins. Et puis bon, c'est pas le même profil, mais on est tous confrontés dans les départements à devoir se poser des questions et à devoir porter des projets qui, de fait, sont extrêmement coûteux. Mais ça fait partie de nos compétences obligatoires. C'est vrai que parfois, on se pose la question, comme Madame Dupont, où est l'État ? Et voilà. Et ça reste un grand débat entre départements concernant la protection de l'enfance. C'est des prix de journée, en gros, à 500 €. Plus à ça, il faut rajouter le tarif soins. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à pratiquement 700, 750 €, prix de journée, c'est-à-dire, c'est le prix d'un CEF, oui, d'un ISEMA ou d'un hôpital. Hein. C'est pas non plus que ça. Mais ça veut dire qu'il faut ce genre... Alors, ça nous rappelle, ça nous relance Gisèle Apter, et qu'il faut investir peut-être un petit peu plus avant pour éviter que ça coûte autant. Ce qui est quand même... Les prix de journée sont très chers, mais le nombre d'enfants est petit. Non, mais c'est 6 enfants, donc il faut... Voilà, c'est 6. Oui, mais ça veut dire que sur le budget à l'échelle des Bouches-du-Rhône, c'était quand même pas grand-chose. Oui. On va passer tout de suite la parole à la salle, donc je pense qu'il y a des questions. Je sais que Baptiste Cohen, tout à l'heure, voulait intervenir, des orphelins apprentis d'Auteuil. Il est là, après. Donc, il y a d'abord une question là-bas. Bonjour. Alors, je suis... Ça fonctionne ? Oui, très bien. Bah, écoutez, donc, je suis directeur d'un service d'accompagnement, justement, pour les jeunes en situation difficile. Et je suis un peu frustré de vous rencontrer que maintenant. Parce que, figurez-vous, on a accompagné depuis mars 2021 jusqu'à maintenant 55 jeunes du département des Hauts-de-Seine. Voilà. Donc je vais venir vous solliciter. Actuellement, on en a 37. Donc voilà. Du coup, je partage tout à fait votre vision. On a créé des lieux de vie maximum 6 jeunes. Et donc nous, on mise sur la relation.
qui vient contenir justement ces jeunes, et non pas sur des règles strictes et figées. Et justement, cette rencontre avec l'équipe éducative dans des lieux qui leur permettent d'exprimer leur souffrance. Et on a vu effectivement les résultats très, très significatifs de ce type d'accompagnement. Voilà, c'est les jeunes qui co-construisent avec les équipes éducatives leur planning de façon hebdomadaire et voilà, leur temps de sortie et avec un travail spécifique aussi sur les passages à l'axe, sur les fugues notamment, où les équipes peuvent aller rencontrer ou partager un repas avec les jeunes qui sont à l'extérieur de l'établissement pendant des périodes d'errance de plusieurs jours. Et on a vu justement ces fugues baisser significativement. Du coup, voilà là où moi je rêverais voir des pédopsychiatres partager des temps de repas, d'activités avec ces jeunes pour faciliter cette rencontre. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place pour faciliter cette rencontre, c'est que vous savez très bien, il y a des référents éducatifs, mais on a systématisé dans nos équipes les préférents. C'est-à-dire que cette rencontre et cette relation, on ne la choisit pas, et c'est ces personnes-là qui vont faciliter soit l'accès à l'ensemble de l'équipe ou au service de soins, parce qu'on sait qu'une des grosses difficultés avec ces jeunes-là, c'est que malheureusement, ils refusent souvent le soin et qu'on a très peu de moyens de leur permettre d'y accéder, à part par cette relation-là, justement. Et on a travaillé avec nos psychologues de façon un peu atypique, justement. Ils viennent partager des temps de repas, d'activités, et ça permet justement de rentrer en lien et d'accompagner ces jeunes vers le soin. L'objectif, c'est de les inscrire vraiment dans une continuité de parcours de soins. Bon, voilà. Donc, je viendrai vous solliciter. J'étais un peu long, désolé. Mais... Merci pour votre témoignage, en tout cas. Baptiste. Bonjour, Baptiste Cohen, apprenti d'Auteuil. Eric me demande de poursuivre avec tout le monde une conversation privée qu'on avait pendant la pause. Elle portait sur quoi? D'abord, merci et bravo pour la qualité des interventions. Merci pour le sujet. On pourrait dire que tout a été dit. Jusqu'à l'amour, jusqu'à la confiance, jusqu'à l'espérance, et même jusqu'à la communauté. Faire attention les uns aux autres. Donc nous, on s'y retrouve parce que ce sont des éléments qu'on trouve importants et on les mentionne tout le temps dans notre projet éducatif parce qu'on se dit, tiens, l'éducation, elle a aussi un rôle à jouer devant les difficultés mentales, psychiques, relationnelles. Et l'observation que je faisais à Eric dans notre conversation privée était que je ne suis pas très à l'aise avec le fait de mettre la psychiatrie au cœur de la compétence nécessaire pour comprendre le bien-être mental. Je comprends qu'elle soit nécessaire, parfois, souvent, pour certains cas, indispensable, mais pas centrale. Parce que la question du bien-être relationnel, elle doit aussi être abordée à travers les pratiques éducatives. Comment on fait pour faire un travail socio-éducatif avec les parents ? Comment on fait pour agir plus tôt et pas attendre, je comprends ce qu'a dit Guillaume Bronsard tout à l'heure à propos de la crise, mais c'est pas le b.a.-ba de notre activité que de la centrer sur la crise, ensuite pour aller tirer les fils et remonter le temps. On ne sait pas faire de remonter le temps. Le seul moyen qu'on a, c'est d'essayer de se poser autour de ce qui fait trouble, difficulté à la santé mentale, à la santé familiale, à la santé éducative. Et si on ne prend que... Si on prend la psychiatrie comme objet premier, on rate en fait le coche. On rate le coche qui n'est pas à cet endroit-là. Nous, on a été obligés d'aller chercher finalement à l'étranger les références qui montrent qu'on peut, avec une approche psychologique et éducative, aborder de manière extrêmement organisée les troubles psychotraumatiques. C'est vraiment, et l'approche française est centrée sur la médecine. Les soins, combien de fois a été dit ce matin qu'il fallait articuler l'aide sociale à l'enfance ou l'approche éducative et l'approche médicale? Mais il y a des tas de pays où on fait complètement différemment.
Ça ne veut pas dire qu'on évacue la compétence médicale, ça veut dire qu'elle n'est pas l'objet central de la connaissance et de la compétence. Et du coup, pour moi, il faut déboucher sur des pistes. C'est vrai qu'en France, on mobilise très peu la psychologie comme élément de compréhension des besoins de santé mentale. Mais comment la profession s'organise ? J'en fais partie, donc je la défends tout en la critiquant. Mais comment elle s'organise pour avoir une vision un peu compréhensive, globale, peut-être même en termes de santé publique, des besoins qu'on a de santé mentale dans la population, dans sa vie courante, bon, etc. Je pourrais développer plus, mais je vous remercie beaucoup de votre patience. Merci Eric. Merci. Mario, tu veux dire un mot ? Non, je partage l'idée que c'est une vision de santé publique qu'il faut avoir et que la psychiatrie est une petite partie du maillon d'organisation et qu'on doit s'occuper d'un certain nombre d'autres sujets au niveau national avant parce qu'on observe un peu les conséquences un peu tardives d'un certain nombre de difficultés qui existent au niveau de la société de façon générale. Et donc la psychiatrie a toujours ce rôle un peu délicat d'intervenir soit comme pompier, soit comme régulateur social. C'est un danger qu'on a toujours connu depuis Georges Hier. Donc il faut vraiment être attentif et notre action... alors nous avons une difficulté sur laquelle on réfléchit en permanence, sur quelles sont les limites de notre action. Est-ce qu'on est parfois une action directe, mais on travaille beaucoup en action indirecte. Et à ce moment-là, on est davantage sur accompagner la pensée générale des dispositifs plutôt qu'une action directe de soins. Donc et la psychologie, comme vous dites, et l'éducatif ont un rôle central. Moi, je pense, monsieur, que vous pointez, c'est bien que vous nous le rappeliez, c'est l'élément principal de toute la discussion du jour, c'est jusqu'où le rapprochement. Je suis d'accord qu'on n'a pas décrété qu'il faut une fusion. Je suis d'accord qu'on n'a pas décrété, vous avez raison de dire que vous pourriez avoir un malaise à une centralisation et en gros à une prise de position beaucoup trop dominante et beaucoup trop forte de la psychiatrie. Je vous le dis sans ironie, je pense que vous avez raison de le pointer. D'abord, le fait que vous gardiez ça en tête, et semble-t-il c'est partagé par une bonne partie du public et donc sûrement des collègues, je pense qu'il est utile que vous gardiez un petit malaise, c'est pas ironique, je pense que c'est utile pour éviter la psychiatrie a des risques de psychiatrisation, je suis d'accord. La psychiatrie a des risques d'hégémonie, enfin, ça a été utilisé par les dictatures, je suis tout à fait d'accord, et nous on est finalement que des pauvres humains, faciles à flatter aussi, et puis on est content. Hein. Depuis ce matin on m'a dit que je suis une belle fée, je suis très content, j'ai l'impression que j'ai tout... Non mais je suis... Alors c'est le bel fée que j'ai pas compris, ils me diront après, mais enfin... Non mais c'est pour vous dire que vous avez raison de prévenir que non seulement c'est pas acquis, et ça ne doit peut-être pas l'être, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde ce petit espace de conflictualité, de friction entre jusqu'où va-t-on, nous les psychiatres, et jusqu'où allez vous les... Oui, mais ça la psychiatrie a réponse à tout, parce qu'elle vous fera des sciences humaines aussi. Hein, elle vous fait ce que vous voulez, la psychiatrie. Hein, il n'y a pas de, on peut faire autant de recherche en neurobiologie que voilà. Donc non, mais vous avez oui, et c'est bien. De toute façon, si on veut progresser dans notre confiance, il faut qu'on se dise les choses de façon ouverte. Oui, il y a une crainte du côté du socio-éducatif, d'une prise un peu dominante, un peu écrasante. On appartient à l'hôpital, qui a une position un peu arrogante. Enfin, bon, là, ça fait quelques années que l'arrogance a diminué. Enfin, bon, quand même, l'hôpital, voilà, au départ, on a... Donc, voilà, je pense que c'est très important que vous le mainteniez, mais que vous nous autorisiez à le rendre vivant, cette discussion, et qu'en fait, elle est interminable. C'est les collègues qui disaient que, de toute façon, c'est des formations sans fin. C'est une discussion qui est en fait sans fin, celle qu'on a. Et il ne faut pas qu'elle finisse. Mais je pense que vous partagez à peu près le même point de vue, puisque l'an dernier, tu nous avais fait un plaidoyer contre le mariage. Tu t'en souviens? Et donc, le mariage entre la pédopsychiatrie et la protection de l'enfance. Des fiançailles, on reste aux fiançailles. Voilà. Tu étais resté... voilà. Hein, mais la question du mariage, c'était une autre affaire. On peut partir, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Juste Jean Chambry,
Et je voulais juste, pour te rassurer, te dire que à la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées, je représente les psychologues avec d'autres. Non, mais moi je pense que ce qui est important, c'est, on voit bien quand même sur moi je vais parler de la réalité du terrain, c'est que s'il n'y a pas effectivement une construction en amont de savoir partager, où chacun a une place qui n'est pas la même et qui n'est pas confondue, mais s'il n'existe pas ce savoir partagé, ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas de psychiatrie, et puis, d'un seul coup, il a des troubles psychiatriques majeurs et il faut le prendre en charge vendredi à 22h. Donc voilà, la réalité du terrain, elle est quand même celle-là. Et je crois que ce qui a amené pas mal de collègues psychiatres à se dire il faut vraiment qu'on travaille davantage sur cette question des enfants, c'est que dans la réalité, on est énormément sollicité sur des situations gravissimes où nous-mêmes, on finit par se dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette situation, parce que les troubles sont tellement graves que voilà. Donc je pense que la question, il y a vraiment la question n'est pas que la protection de l'enfance soit dominée par un regard psychiatrique, mais plutôt que effectivement, surtout la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dans lequel il y a une part importante à la reconnaissance des phénomènes psychologiques et au fait qu'en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on ne s'occupe pas que des troubles mentaux des enfants et des adolescents, mais aussi des problématiques de développement, parce que c'est ça le cœur de notre métier, ce qui nous différencie de la psychiatrie de l'adulte, c'est cette question du développement et de la prise en compte des spécificités du développement. C'est bien effectivement d'avoir des modèles de compréhension commune du développement, et de pouvoir ensemble penser les limites et les places de chacun. Et il y a largement de quoi faire pour tous. Et c'est ça aussi qui manque parfois dans des approches qui sont très clivées et qui ne sont pas reliées, et où justement on ne peut même pas parler de nos conflits, de nos désaccords, puisque la confiance n'est pas installée, comme l'a démontré Mario. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas d'ambiguïté sur cette question. Marie-Michel, il y avait une question là-haut. Oui. Bonjour, David Fressé, je suis directeur d'un dispositif d'accueil de jeunes dits incasables sur le 93 pour la Vège. Donc on accueille une vingtaine d'adolescents autour d'un placement familial spécialisé et d'un dispositif d'accès à l'autonomie. Je vous rejoins totalement, nous on n'a pas embauché de psychiatre au sein de notre dispositif, c'était une vraie question, on s'est posé la question, et aujourd'hui on travaille par le biais de conventionnement, par le biais d'un rapprochement de terrain avec l'ensemble des acteurs territoriaux et même régionaux sur des questions de jeunes uniques, on va dire, et tous aussi difficiles les uns que les autres. Je voulais vous remercier bien sûr pour la qualité des échanges et tourner un peu le regard vers l'adulte, vers l'âge adulte. Ça sera aussi l'objet du travail cet après-midi avec ces témoignages, pour vous faire part d'une position impossible dans laquelle on se trouve, donc d'accompagner des adolescents et des jeunes adultes jusqu'à 21 ans, et de la grande violence qu'on exerce sur eux en leur expliquant qu'il va falloir être très content d'aller chercher son injection effet retard et qu'il faut à tout prix travailler en ESAT à 20 ans, si on ne veut pas se retrouver dans la rue. La difficulté qu'on a, et là j'invite justement à cette convergence de deux grandes causes en protection de l'enfance, donc on le sait, c'est l'accès à l'autonomie, et puis c'est la santé psychique, la santé psychiatrique. On est actuellement dans ce non-sens, en tout cas avec les jeunes qu'on accompagne, et on est extrêmement violent avec eux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient aussi durcir nos rapports avec nos collègues, ou en tout cas nos partenaires de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer le rêve et on est en train de demander des diagnostics là où il ne devrait pas forcément en avoir. Et on demande à un gamin de 20 ans qui est entré fraîchement dans la schizophrénie de se stabiliser et de pouvoir s'inscrire dans un dispositif pour adultes. Donc je profite un peu de cette prise de parole comme un plaidoyer, encore une fois, pour dire que oui, l'autonomie des jeunes en protection de l'enfance, c'est un sujet incontournable. La santé est un sujet incontournable et donc il faut prioriser pour ces adolescents en souffrance psychique ou souffrant de pathologies psychiatriques, le fait de pouvoir travailler jusqu'à 25 ans minimum et le fait de ne pas leur mettre cette pression d'accepter un état ou une situation
pour pouvoir tout simplement se loger et continuer à vivre normalement. Merci pour votre témoignage. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la durée du placement. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est le temps, la temporalité de la constitution de la relation, et que cette relation, elle soit suffisamment stable pour avoir un effet. Donc, dans votre... Peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Allô ? Oui, moi je voulais... je voulais simplement dire qu'on est dans une table ronde sur l'adolescent et que ça reprend un peu différemment l'intervention que vous avez. Parce qu'on a bien vu dans l'exposé de Mario comment finalement on était là dans la sédimentation de tous ces traumatismes très précoces qui ont pu se passer pour ces enfants et qui ont constitué quelque chose à l'intérieur de leur tête. Et autant je crois à l'éducatif, autant je crois à la possibilité effectivement de la daube et de la rencontre et de toute la vie en commun, autant je crois qu'il y a une impossibilité et pour les personnes qui s'occupent d'eux et pour les adolescents eux-mêmes de trouver le lieu de la rencontre. Et c'est souvent là que la présence psychiatrique peut aider. La présence psychiatrique, parce que les psychiatres d'enfants, c'est d'abord quelqu'un, comme l'a dit Jean, qui s'intéresse au fonctionnement psychique du sujet et comment il construit ses relations d'objets. Et personnellement, pour être psychanalyste et rencontrer des adultes qui ne sont pas tous des enfants de l'aide sociale à l'enfance, mais qui ont vécu des traumatismes intrafamiliaux, on peut constater combien c'est difficile de dénouer ces liens, je vais dire quelque chose d'un gros mot, mais ces liens perverses qui se construisent dans l'enfance et qui amènent la personnalité à ne plus pouvoir reprendre, malgré la confiance qui se fait, à pouvoir abandonner parce que le plaisir pris est trop important. Donc je crois que opposer psychologie et psychiatrie me paraît une aberration. C'est pas ce que, en tout cas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Pas du tout. Non, mais c'est important. C'est important. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais j'aimerais te citer Marie-Michel, parce qu'un jour, je sais plus, lors d'un colloque, je sais plus où c'était, cette question s'est posée, c'est peut-être même toi qui l'as posée, à qui appartient l'enfant ? Et tu as répondu, l'enfant appartient à lui-même. Non mais voilà, donc je voulais juste partager cette réflexion avec l'ensemble des participants. Ouais, quelques toutes petites minutes, il faut vraiment qu'on parte en pause déjeuner. Merci beaucoup. À l'origine, il avait été pensé que la durée de stabilisation et de pouvoir organiser une orientation de ces jeunes vers un dispositif plus adapté, ou en tout cas faisant suite aux dames, allait être de 12 à 18 mois. C'est vrai que les premiers mois, en tout cas les 6, voire les 12 premiers mois de l'admission du jeune, on remarque déjà le fait d'être accueilli sur une structure non rejetante, une certaine stabilité. Ça se fait automatiquement. Effectivement, il y a toute la partie éducative qui est mise en place, mais dès les premiers jours, le jeune, il vient de rupture et de rupture et de rupture, il a une place, il est attendu et il a l'impression qu'il va être accueilli, il va pouvoir faire ce qu'il continue de faire d'habitude, mais qu'il ne sera pas renvoyé. La complexité a été après de trouver des solutions après 12, 13, 14, 15 mois, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces jeunes, en 12 mois, sont plus stables. Avec l'aide donc du pédopsychiatre, on travaille sur des fenêtres thérapeutiques pour viser quand même à diminuer les traitements. C'est des jeunes qui arrivent avec des traitements souvent assez lourds. Et l'idée n'est pas de travailler sur justement ces traitements. On reste une maison d'enfants, on reste un groupe éducatif, on travaille l'éducatif pour pallier à leurs besoins. Le traitement est des fois nécessaire, on n'a pas le choix, mais en tout cas il est organisé par le médecin. Mais ce qui fait qu'après 12-18 mois, le remettre sur une structure de MEX, le reproposer une solution familiale reste compliqué. Ça reste quand même assez peu, 12 à 18 mois, à mon avis, pour ce genre d'enfant. C'est pour ça qu'on a augmenté plus. Quand on lit votre rapport d'activité, ça peut aller jusqu'à 48 mois. Oh, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a, suivant les situations, il n'y a pas de sortie, quoi. Bon, merci beaucoup. On va clore cette table ronde et cette matinée. Et donc, on se retrouve à 14h. C'est ça, 14h.